Bon midi tout le monde, bienvenue à un tout nouveau stream de premier chapitre. Mon nom est Christine Hébert de Porte Épique, le blog de conseils sur le world building, et on fait aussi la promotion de livres de science-fiction, de fantasy, de fantastique, surtout francophones. Alors, sur ce, aujourd'hui, notre lecture d'aujourd'hui, notre c'est Prémonition, le premier tome de Vision trouble de d'Ariane Gervais-Côté, publié chez Lux et Nox. Alors, le lien pour la commande est juste ici. Il va sortir justement cette semaine, le 9 avril, et on a déjà droit à l'extrait qui est déjà publié sur leur site. Alors, le petit résumé va comme suit. Je suis Florence Marquis et j'ai un don. Je suis capable de voir les différentes possibilités du futur en fonction des décisions que je prends. Toutefois, je n'avais pas vu venir la mort de mon père. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il a été assassiné et je dois découvrir pourquoi avant que l'on m'efface moi aussi. Je redoute de plonger dans le monde secret de mon père, mais ce qui m'effraie le plus, ce sont les autres. J'ai toujours évité de me mêler aux personnes dotées de dons, mais je dois me rendre à l'évidence. Quelqu'un est au courant de notre existence et nous élimine les uns après les autres. Je dois trouver mes semblables et, ensemble, peut-être pourrons-nous découvrir ce qui nous veut du mal. Par-dessus tout, je prie pour que mon don ne cause pas ma perte. Alors, sans plus attendre, on va aller voir l'extrait juste ici. Chapitre 1. Si les pouvoirs psychiques venaient avec des instructions, il y aurait un avertissement en lettres capitales hurlant Danger. Révéler vos pouvoirs au grand public risque de compromettre votre sécurité. Pour moi, ça relève du même genre que ne pas mettre son hamster dans le micro-ondes ou ne pas utiliser un sèche-cheveux en prenant son bain. Mais ces avertissements ne seraient pas nécessaires si quelqu'un, quelque part, n'avait pas déjà tenté le coup. Dans ce cas précis, c'est Cédric Cormier. Tout avait pourtant bien commencé pour lui. En avril, son époustouflant numéro de mentaliste lui a valu la première place au concours de talent de l'école. En une soirée, il est passé du nerd qui tentait de paraître suave en plaquant ses cheveux avec trop de gel à une véritable vedette locale. Les joueurs de l'équipe de hockey, ses principaux tourmenteurs, se sont mis à l'accueillir avec une tape sur l'épaule plutôt que sur ses classeurs. Il a commencé à se produire dans la rue en se filmant, attirant une audience toujours plus large sur les réseaux sociaux, et sa notoriété a explosé en l'espace d'un mois. Dimanche dernier, l'animateur d'une émission de variété l'a invité à réaliser son numéro en direct devant des magiciens célèbres. Un gosse de 17 ans qui réussit à berner une audience constituée de parents et d'élèves ou de passants dans la rue, c'est une chose, mais impressionner publiquement des figures renommées du domaine, c'en est un autre. Cela attire forcément l'attention. Quand on lui a demandé son secret, il s'est vanté d'être véritablement télépathe et capable de lire les pensées de toute personne qui y touchait. Le problème, c'est que quelqu'un, quelque part, s'est rendu compte qu'il disait la vérité. Tu crois qu'ils vont le retrouver? Me demande Chloé en passant devant l'un des nombreux posters de Cédric qui tapissent notre école secondaire depuis mardi. Les théories abondent quant à la raison de sa disparition, allant de la simple fugue à un coup de publicité ou une attaque fomentée par un magicien jaloux. Peu de gens font le lien entre les affirmations de Cédric et sa disparition, car la plupart, aussi émerveillés soient-ils par ses brouesses, savent au fond d'eux que les magiciens ont toujours un tour dans leur sac. Je sais pas, je réponds honnêtement. Ce que je sais, mais ne peux lui révéler, c'est que la police trouvera bientôt le sac à dos de Cédric aux coordonnées que je leur ai transmises de façon anonyme. Mon don est la précognition plutôt que la télépathie, et même si je ne vois jamais très loin dans le futur, je peux déclencher des visions en prenant des décisions afin d'en évaluer les conséquences à court terme. J'ai commencé par diviser la carte de la ville en plusieurs carrés, puis j'ai choisi d'appeler la police en prétendant avoir trouvé un indice sur la disparition de Cédric à des coordonnées spécifiques. J'ai ensuite poussé pour voir le résultat. S'il ne trouvait rien, je passais au carré suivant. C'est plus facile de procéder par petites sections pour éviter le mal de tête qui se développe quand je suis confronté à un trop grand nombre de possibilités. Le processus était long et fastidieux, mais plus efficace que d'attendre que la police ratisse toute la ville. Une fois qu'il a porté ses fruits, j'ai immédiatement pu transmettre les coordonnées du sac à dos aux autorités pour qu'elles concentrent leurs recherches. Dans l'un de mes futurs hypothétiques, je me suis rendu sur place pour fouiller le sac en quête d'indices. J'y ai trouvé des cahiers, des devoirs, un étui à crayon, une boîte à lunch, rien qui ne sorte de l'ordinaire ou ne me donne une piste quant au sort de Cédric, à part peut-être que le sac semble avoir été jeté par ses ravisseurs en quittant la ville. Contrairement à Cédric, j'ai toujours gardé mon pouvoir secret. Même Chloé, ma meilleure amie, n'en a aucune idée. La seule personne au courant est mon père, et encore uniquement parce que quand mes visions ont commencé à se manifester progressivement il y a quelques années,
J'étais terrifiée à l'idée qu'il s'agisse d'une tumeur au cerveau. Une batterie de tests négatifs à l'hôpital a écarté l'hypothèse du cancer sans nous donner d'explication sur l'origine de mes visions. Nous avons donc entrepris nos propres tests pour déterminer si ce que je voyais était réel et nous avons dû nous rendre à l'évidence. Nous avons même expérimenté ensemble afin de déterminer les mécanismes et les limites de mon pouvoir et comment je pouvais l'utiliser de façon optimale. Il m'a fait promettre de garder mon don secret. Il disait que c'était un talent précieux et que, comme pour toute chose précieuse, les gens seraient prêts à tout pour l'exploiter. Pour moi, la disparition de Cédric en est la confirmation. Pourquoi suis-je certaine qu'il n'était pas qu'un vulgaire magicien de scène? Depuis que j'ai commencé à voir le futur, je sais qu'il est statistiquement improbable que je sois la seule personne au monde dotée d'un tel pouvoir, tout comme il est statistiquement improbable que nous soyons seuls dans l'univers. C'est une simple question de mathématiques. Quand Cédric a fait cette déclaration publique, ça a titillé ma curiosité. Les conversations simulées avec mon pouvoir m'ont confirmé qu'il disait la vérité. Il n'était que trop heureux de démontrer ses capacités à quelqu'un qui le croyait vraiment, particulièrement après que je lui ai révélé mon propre secret. Il lisait d'abord les pensées de surface et creusait de plus en plus profondément selon la durée du contact, mais il ne pouvait ni influencer les pensées des autres, ni leur transmettre les siennes. Il était drôle, aussi, et avait la répartie facile quand il n'était pas trop intimidé. Sa détermination à gravir les échelons visait à impressionner quelqu'un en particulier, mais je n'ai jamais réussi à lui soutirer son nom. On peut dire que pour attirer l'attention, il a atteint son objectif. En arrivant devant notre casier, Chloé range son classeur sur la tablette du haut. Elle fait 10 bons centimètres plus que moi avant de détacher ses longs cheveux noirs. Oh, Edola 5487 qui est dans la bibliothèque. Ok. Ouais, je suis pas certaine si c'est un bot ou quelque chose, fait que je vais garder ça de côté pour l'instant. Voyons voir, sinon. Non, je t'ai rendu. Ouais, elle fait 10 bons centimètres de plus que moi avant de détacher ses longs cheveux noirs pour refaire son chignon devant le miroir magnétique fixé à l'intérieur de la porte. J'échange mon cahier de français pour celui de physique et m'appuie contre le casier voisin pendant qu'elle retouche son maquillage. Qui dit cours de physique dit Maryse Boisjoli, béguin actuel de Chloé. Je ne sais pas comment lui dire que Maryse ne partage pas ses sentiments, surtout que je ne suis même pas censée avoir accès à cette information. Est-ce que le fait de ne rien lui dire fait de moi une mauvaise amie? Je n'en ai aucune idée. Comment la soutenir tout en sachant pertinemment qu'elle se prendrait un râteau? Quelqu'un de plus discret, comme Alicia, le lui dirait sans état d'âme. De plus direct, excusez, mais ne serait pas nécessairement prise au sérieux. Quelqu'un de plus gentil, comme Rachel, continuerait de l'encourager à parler à Maryse malgré tout. Moi, à défaut de savoir quoi dire, je ne dis. Souvent, je me fais la réflexion que si nos cerveaux sont des ordinateurs, quelqu'un a oublié d'installer le mien sur le logiciel pour gérer les interactions sociales, particulièrement celles affectées par mon pouvoir. Elle ajuste son chandail rose pâle pour le rentrer dans la taille de sa jupe et croise son regard dans le miroir. Tu n'as pas chaud comme ça? Je porte un vieux pull bordeaux trop grand pour moi, accompagné de mon habituel jeans. Toi, tu n'as pas froid avec les jambes à l'air? Si c'est le prix à remarquer pour que MB me remarque, je ne dis rien. La cloche sonne, annonça la reprise des cours dans 5 minutes, et Chloé récupère son cahier avant de fermer notre casier. Es-tu prête pour l'examen? Merde, j'ai complètement oublié l'examen de physique. Depuis la disparition de Cédric, je passe presque tout mon temps libre à explorer des futurs hypothétiques pour tenter de le retrouver. Je ne laisse rien paraître. Ça devrait aller, je lui réponds en souriant. Voir le futur a ses avantages. Il me suffit de décider de consulter mon manuel ou mes notes de cours pour y avoir accès dans mes visions. Je n'ai pas pour habitude d'abuser de mon pouvoir pour tricher, mais ma moyenne ne se maintiendra pas par la seule force de mon intégrité morale, et je ne peux pas expliquer une mauvaise note à mon père sans éveiller ses soupçons. Il serait furieux d'apprendre que je mène une enquête en utilisant mon don. De toute façon, ce n'est pas vraiment de la triche. Aucun règlement n'interdit le recours au paranormal pendant les examens. Je crains toujours d'aborder des expressions inappropriées en utilisant mon pouvoir. Alors, pendant le test, je garde mon front appuyé sur ma main pour cacher mon visage. En général, j'ai juste l'air d'être dans la lune, mais ça m'arrive de marmonner, de cligner des yeux à répétition ou de réagir inconsciemment à ce que je vois. Mon père m'a même fabriqué une excuse médicale. Officiellement, je souffre d'absence épileptique. À moins de me faire passer un électroencéphalogramme, personne ne verra la différence. Cependant, l'expérience et la proximité d'Alicia m'ont appris que même une excuse en béton ne me protégerait pas de la cruauté insouciante de mes pères.
Je minimise donc l'usage de mon pouvoir en public. Il reste 10 minutes à la période lorsque je termine l'examen. Le couinement effréné du crayon de la personne assise derrière moi témoigne de ses efforts de dernière minute, mais la majorité des élèves ont fini et attendent comme moi la fin de l'épreuve. Je me recroqueville sur mon bureau, les bras croisés sous ma tête, comme pour faire une sieste. Je ne peux voir l'avenir qu'à travers mes propres yeux, ce qui m'oblige à faire des détours mentaux pour observer ce dont je ne serais pas directement témoin. Heureusement, nous vivons à l'ère de l'information. Je décide que pendant l'heure du dîner, je chercherai Cédric Cormier sur Internet en filtrant par la parution la plus récente. Sous mes paupières closes, je vois la première page des résultats. Si les articles sont déjà écrits, ils apparaissent aussi clairement que si je les consultais réellement. S'ils ne le sont pas, les mots restent flous et incertains, là où l'auteur pourrait faire des choix différents. Lorsque les événements relatés ne sont pas encore produits, je peine à distinguer quoi que ce soit. Le flou est en fait une superposition de possibilités. Plus je m'éloigne du présent, plus ces dernières se multiplient, jusqu'à devenir un mur impénétrable. Pour cette raison, je n'arrive jamais à voir bien loin dans le futur. À 12h15, la police tiendra une conférence de presse annonçant la découverte du sac à dos de Cédric et la tenue d'une battue pour fouiller la forêt environnante. Ils ne trouveront rien. Chaque mètre carré des environs a déjà été ratissé par les forces de l'ordre sans qu'elles le sachent, mais je ne peux pas leur dire. C'est le désavantage de mon pouvoir. Je connais l'issue sans pouvoir intervenir. Ils concluront comme moi que le sac à dos a été jeté d'une voiture quittant la ville. Quand la cloche annonce finalement l'heure du déjeuner, plusieurs élèves se précipitent pour être les premiers dans la file à la cantine. J'entends Chloé, qui aime bavarder avec le professeur après les cours, tout pendant que Maryse Boisjoli traîne à ramasser ses affaires à proximité, puis nous nous dirigeons vers la salle des casiers pour récupérer nos boîtes à lunch avant de nous rendre à la cafétéria. Alicia et Rachel sont déjà installées à notre table habituelle, entourées d'une partie de l'équipe féminine de soccer. C'est vrai que statistiquement, l'hypothèse la plus probable est celle de la fugue, déclare Rachel en réponse à l'une de ses coéquipières. Mais je vois pas pourquoi il aurait fait ça. Cédric était populaire, sans problème à la maison. Non, je pense qu'on a plutôt affaire à quelque chose de plus sordide. Passionnée de romans policiers et de true crime, Rachel a même créé des comptes dédiés à la disparition de Cédric sur les médias sociaux. Elle y partage ses théories, des entrevues avec d'autres élèves qui connaissent mieux Cédric ainsi que les avancées de l'enquête. Je suis d'accord, ajoute Alicia. J'ai rêvé de lui cette nuit. Aussitôt, les autres filles lui demandent plus de détails, ce qu'elle s'empresse de fournir avec un petit air satisfait. Je me retiens de lever les yeux au ciel. Avec la popularité de Cédric, le paranormal à la cote, et Alicia y a vu un moyen de se rendre intéressante en prétendant avoir des rêves prémonitoires. Chloé et les autres boivent avidement ses paroles, mais l'écouter parler du futur me fait grincer des dents, et j'ai l'impression d'être la seule à remettre en question ce qu'elle raconte. Hey, merci Skaos pour ton lurk, merci aussi à toi Crazy Ed pour le lurk, bon dîner à vous deux. Merci d'être là. Moi, je ne veux pas croire, je veux comprendre. Et je comprends que ces prédictions fonctionnent de la même façon que les horoscopes et les diseuses de bonne aventure. Elles se vantent de présages flous, se félicitant quand quelque chose correspond vaguement à ce qu'elle a rêvé. Parfois, elle expose ses prévisions après les faits et nous affirme avoir craint de ne pas être crue en l'ayant appris d'avance. Dans ce cas-ci, elle insiste pour que quelque chose de terrible est arrivé à Cédric, régalant son audience attentive de symboles oniriques et de leur prétendue signification. Elle a probablement raison sur le premier point, mais n'importe qui d'autre pourrait dire la même chose sans nous encombrer de ses minauderies. Je ne dis rien. Je sais d'expérience que c'est peine perdue que de remettre en question ses supposés rêves. Elle riposte immédiatement en se positionnant comme une victime et elle me fait passer pour la méchante. Je ne veux pas lui donner une excuse pour parler dans mon dos aux autres comme la dernière fois. Elle n'est pas la seule à surfer sur la vague de Cédric. Anthony Mercier se vante de posséder des super réflexes. À ma connaissance, son seul super pouvoir est son enthousiasme indéfectible en cours d'éducation physique. Bianca Rodriguez dit voir les auras, ce qui n'est pas vérifiable. Jordan Hébert jure avoir un sens de l'odorat hors norme, mais il s'en sert surtout pour faire des blagues douteuses au sujet des élèves moins populaires. Certains jaloux murmurent que si Alex Leclerc, le plus beau gars de terminale, a autant d'admiratrices et d'admirateurs, c'est parce qu'il manipule secrètement les émotions des autres. Pour moi, c'est un ramassis de balivernes. Je ne doute pas que certains d'entre eux se sont convaincus d'avoir réellement des pouvoirs paranormaux, mais pour la plupart, ils sont surtout contents d'avoir l'attention de leur père. Aucun ne semble craindre pour sa sécurité. À mon avis, si quelqu'un d'autre à l'école a réellement des pouvoirs, l'information ne se retrouverait certainement pas dans le moulin à rumeurs. Je fais peut-être figure d'exception, mais je ne veux pas attirer l'attention. Je veux encore moins me retrouver dans une situation où quelqu'un déciderait que mon pouvoir est une ressource exploitable, de gré ou de force. Quand Alicia dit rester à l'affût de toute information qui pourrait aider les enquêteurs,
J'en profite pour dévier subtilement la conversation. J'ai entendu dire qu'ils avaient retrouvé son sac à dos à la sortie de la ville et que la police allait organiser une bâtie dans le secteur. Immédiatement, Alicia exige des preuves parce que c'est un concept qu'elle comprend de façon très sélective et me regarde d'un air narquois quand une recherche sur son téléphone n'en trouve aucune. Tu es sûr? Demande Rachel en ouvrant son compte Instagram dédié à la disparition de Cédric. Tu tiens ça d'où? Je peux pas trahir ma source, mais oui, j'en suis sûre à 99%. Elle hoche la tête en créant une nouvelle publication sous l'air offusqué d'Alicia. Il n'y aura même pas de battue parce que la police n'a rien trouvé, proteste-t-elle. Tu vas avoir l'air fine avec ton supposé scoop qui ne vaut rien. Je pourrais toujours la supprimer si c'est le cas, répond Rachel, les yeux rivés sur son téléphone. Pendant ce temps, Chloé discute avec ses équipières. Elle se demande s'il ne serait pas mieux d'écourter leur pratique afin de prendre part à la battue potentielle. À 12h15, la police tient sa conférence de presse et la nouvelle se répand dans la cafétéria comme une traînée de poudre. Mon père me rappelle souvent l'importance de profiter des petits plaisirs de la vie. L'expression d'Alicia à ce moment-là en fait partie. Tu vas y participer? Me demande Chloé. Je connais mon père, ça m'étonnerait beaucoup qu'il me laisse y aller. Mon père est déjà strict en général, mais depuis la disparition de Cédric, il ne veut plus que je sorte de la maison, sauf pour aller à l'école. Si je n'avais pas insisté sur l'importance de rester discrète, il m'aurait retiré complètement des cours. Il refuse même que je prenne le bus. Lui et Robert, le père de Chloé, nous conduisent en alternance matin et soir. Pour le reste de la journée, il n'est question que de la battue. Tout le monde veut y participer, pas nécessairement par solidarité pour Cédric, mais surtout par pression sociale, et pour pouvoir prétendre qu'ils étaient présents au cas où on trouverait quelque chose d'intéressant. Je me sens mal de laisser autant de gens s'investir dans une impasse, mais je ne peux pas non plus expliquer à la police de façon crédible qu'ils perdent tout leur temps. Déjà que je prends un risque en assistant les autorités avec des vidéos anonymes, je ne veux pas me compromettre davantage en laissant sous-entendre que je connais déjà l'issue de la battue. Certains pourraient croire que j'ai quelque chose à voir avec la disparition de Cédric. Face à l'assistance de Chloé, j'accepte de tenter de convaincre mon père de me laisser participer à la battue. Je vais lui expliquer que toute l'équipe de soccer se représente, donc que je ne serai jamais seule, que je peux vérifier le futur pour garantir ma sécurité et qu'il y aura en plus une présence policière. Hey, salut, hey shooter, j'espère que tu vas bien. En attendant que le cours de mathématiques commence, je fais mine de regarder par la fenêtre en utilisant mon pouvoir pour voir notre future conversation. Je me heurte à un épais mur de brouillard et un pic de douleur me fait monter les larmes aux yeux. Je lâche la vision comme si je m'étais brûlée. Je croise l'air inquisiteur de Théodore Sinclair 2 rangées plus loin, puis celui de Chloé devant moi, un sourcil arqué comme pour me demander si je me sens bien. Je me frotte les tempes en guise de réponse. D'où vient ce brouillard? Mon pouvoir fonctionne un peu comme des jumelles. Je dois savoir où et quand regarder, sinon je risque de manquer les informations les plus cruciales. J'avais décidé de parler à mon père quand il viendrait me chercher après l'école. Il est possible qu'un imprévu m'empêche de tenir cette conversation. Cédric sera-t-il retrouvé d'ici ce soir, nullifiant le besoin de parler de la battue? La battue sera-t-elle annulée pour une raison quelconque? Mon père se trouvera-t-il obligé de faire des heures supplémentaires à la clinique, m'empêchant donc de lui parler après l'école? La cloche sonne et le professeur commence à expliquer les exercices du jour, mais j'ai l'esprit ailleurs. En poussant, je ne vois ni la battue, ni la conversation avec mon père, ni même mon retour à la maison. Un pic de douleur accompagne chaque tentative ratée. C'est la première fois que mon futur disparaît ainsi. J'arrête de pousser dans cette direction. Si mon mal de tête continue d'empirer, je ne serai bientôt plus capable de rien voir, ce qui n'avancera pas. Au lieu de chercher à atteindre le futur, je pars du présent. À côté de la porte, une horloge numérique affiche l'heure en gros chiffres rouges. Je n'ai pas besoin de la regarder pour la voir, seulement de prendre la décision de le faire. 14h45. Voir l'orge est facile. La certitude du temps qui passe rend la vision tellement solide qu'elle en est presque relaxante comparée à cet horrible brouillard. Je laisse défiler les minutes en accéléré. À 14h54, je ne vois plus l'horloge, donc je reviens en arrière. L'horloge passera de 14h52 à 14h53. Je compterai les secondes jusqu'à ce que quelque chose se passe. Après 23 secondes, l'intercom s'allumera. Est-ce que Florence Marquis est dans la classe? Oui, répondra M. Raymond, le professeur. Elle est demandée au secrétariat avec toutes ses affaires. Je hausserai les épaules face au regard de Chloé et me lèverai en ramassant mon classeur. En arrivant au secrétariat, je verrai mon père, hors d'haleine, comme s'il avait couru. Et il se précipitera vers moi. Ta grand-mère a eu un AVC, me dira. Je lâche aussitôt la vision, ramassant mes affaires à la hâte avant de me diriger vers la porte. Le cours a débuté, de Mademoiselle Marquis, m'avertit M. Raymond. Je me suis trompé de cahier, prétends-je. Il me regarde un moment, puis soupire et me fait signe d'y aller. Aussitôt hors de vue, je me mets à courir. Le mensonge de mon père est alarmant.
Mes grands-parents paternels sont tous deux décédés quand mon père était jeune. Il ne reste d'eux qu'une seule photo. Que mon père mente pour me sortir des cours en catastrophe ne présage rien de bon, mais je n'ose pas recourir à mon pouvoir en dévalant les escaliers. En utilisant mon don, ma vision du futur remplace complètement celle du présent, et je perds en partie conscience de mon corps et de mon... Ce n'est vraiment pas le moment de manquer une marche et de me fendre le crâne. Je balance mon classeur de maths dans mon casier, puis sors et cours jusqu'au stationnement. Hors d'haleine, je reprends mon souffle en arrivant au niveau des blocs de béton délimitant le stationnement et je survole chaque voiture du regard. Mon père n'est pas encore là. Je songe un instant à le rejoindre, mais le temps que je me plonge dans le futur pour savoir où aller, sa voiture arrive et s'arrête devant moi. Papa, qu'est-ce qui se passe? Demandai-je en ouvrant la porte. Sur le siège partagé se trouve son sac de travail, que je place à mes pieds en embarquant. Il démarre la voiture dès que je ferme la portière sans me répondre. Papa? Il soupire, les yeux sur la route. On ne peut rien te cacher, n'est-ce pas, ma chérie? Qu'as-tu vu? Autrement dit, la réponse changera selon ce que je sais déjà. Assez pour savoir que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Il fixe la route pour éviter de me répondre. Papa? Juste une grosse journée au travail. Je me disais que je pourrais t'excuser des cours et qu'on irait faire un petit voyage, juste nous deux. J'ai besoin de changer d'air. Les rues défilent tellement vite que je n'ai pas le temps d'en lire les noms, mais je sais qu'il n'a pas pris la direction de la maison. Est-ce que c'est à propos de Cédric? Ses yeux trouvent les miens pour une fraction de seconde avant de retourner à la route. Fais plaisir à ton vieux père, ma chérie. Oui, en d'autres mots. Est-ce que quelqu'un est au courant pour moi? C'est ce que nous redoutons tous les deux depuis la disparition de Cédric. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je répète, mais il n'a pas le temps de me répondre. Le problème avec mon pouvoir, c'est qu'il nécessite une action consciente de ma part. Je n'ai pas de vision spontanée au moment opportun, comme dans les films. C'est pour ça que l'accident me prend par surprise. Chapitre 2. C'est le son des sirènes qui me fait reprendre conscience. Je relève la tête. Une chaleur visqueuse colle à mon front et mes yeux me brûlent. Je les ouvre malgré tout et vacille en voyant la tache rouge qui s'écoule sur le tissu blanc du coussin gonflable. C'est du sang. Sang. Ma respiration est difficile, comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre. Ceinture. C'est la ceinture de sécurité. Je la détache sans remarquer de différence. En tentant d'aspirer profondément, je m'étouffe à mi-chemin. Je cligne des paupières plusieurs fois. Je vois flou et mes larmes tentent de nettoyer le sang qui a coulé dans mes yeux. La tache rouge devant moi occupe tout mon champ de vision et je n'arrive pas à regarder ailleurs. Je me rappelle que les plaies à la tête ont tendance à beaucoup saigner, donc c'est probablement moins pire que ça n'a l'air. J'avale pour retrouver ma voix, pile et métal infusant ma salive. Papa? J'appelle, sans réponse. Mon pouls résonne dans mes oreilles. En essuyant mes yeux, je trouve des fragments de verre qui mordent le côté gauche de mon visage. La source du sang, probablement. J'appelle à nouveau. Papa? C'est son côté de la voiture qui a pris l'impact et j'ai peur de ce que je verrai en me tournant vers lui. Sous mes paupières closes, les images défilent, hors de mon contrôle, fournies par mon imagination plutôt que par mon pouvoir. Je m'essuie les yeux à nouveau tout en me préparant mentalement à me tourner vers lui. Je sursaute quand ma porte s'ouvre. Ne bouge pas la tête, me dit un officier de police à demi caché par le coussin gonflable latéral. Regarde devant toi, d'accord? J'ai le réflexe de vouloir hocher la tête, mais je me rattrape à temps et reste immobile. Comment tu t'appelles? Me demande-t-il. Florence. Florence Marquis. D'accord. Florence, je vais désactiver les airbags pour pouvoir te voir. Pendant qu'il procède, un autre policier se glisse sur le siège arrière pour parvenir jusqu'à mon père. Le mouvement attire mon œil et je tourne la tête par réflexe, mais on me rappelle à l'ordre. La tête vers l'avant, Florence. Une partie de moi exige une confirmation immédiate que mon père est toujours en vie, mais la peur de trouver son corps inerte écrasé par le métal paralyse mon pouvoir. Es-tu blessé? M'interroge le policier. As-tu mal quelque part? J'ai la tête qui tourne, mais ma migraine a commencé avant l'accident. La vue du sang n'aide certainement pas. J'ai reçu quelques morceaux de vitre. Pour le reste, ça va. Il se penche vers moi pour inspecter mes blessures, et je voudrais reculer, mais je suis déjà au fond de mon siège. Il est trop proche, trop dans ma bulle. Je ne sais pas où regarder, et je retiens ma respiration pour éviter de sentir le mélange d'eau de Cologne et de sueur qui émane de lui. Les secondes me paraissent interminables jusqu'à ce qu'il se retire, apparemment satisfait de son inspection. Ne touche pas à tes coupures. Tu n'as pas mal au cou ou au dos? Non. Aux épaules, au torse? Un peu, mais je pense que c'est à cause de la ceinture.
C'est normal, et ça va probablement empirer au cours de la journée. Et les ambulanciers vont bientôt arriver. On va les attendre avant de te laisser sortir. C'est important que tu sois examiné à l'hôpital au cas où tu aurais des blessures internes. Ces paroles déclenchent une rafale d'images à me faire chavirer l'estomac. J'agrippe mon siège et ferme les yeux avec l'impression que je vais tomber dans les pommes, vomir ou les deux. Je me sens ridicule, paralysée par ma phobie des aiguilles et du sang, alors que mon père gît inconscient et possiblement mort à côté. Mais la peur n'est pas rationnelle et mon esprit accueille la distraction avec beaucoup plus d'enthousiasme que je ne l'aurais souhaité. Est-ce que ça va, Florence? Tu es blême. Tu peux ouvrir les yeux? J'avale avec difficulté pour tenter de faire passer le goût de la bile sans succès. Florence, je ne veux pas avoir de malaise, mais la peur paralyse le contrôle que j'exerce sur mon. Je me concentre sur ma respiration pour tenter de reprendre possession. Inspiration, expiration. On dirait que l'air ne parvient pas jusqu'à mes poumons. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Désolé, réussis-je finalement à articuler. C'est la vue du sang. C'est compréhensible. Tu peux garder les yeux fermés, mais j'aimerais que tu continues à me parler. Je veux juste m'assurer que tu restes consciente et alerte. Encore faut-il que je trouve quelque chose à dire. Je ne suis pas exactement la reine de la conversation, même en temps normal. Après un moment de silence, il demande: C'est ton père sur le siège conducteur? Oui. Il s'appelle comment? Colin Marquis. Tu peux me raconter ce qui s'est passé? Et puis, tu ne devrais pas être à l'école? J'ai beau avoir 17 ans et demi et être à moins de 2 mois de finir mon secondaire, la combinaison malheureuse entre ma petite taille et mon visage rond et enfantin me donne l'air beaucoup plus jeune. Je prends une seconde pour réfléchir à ma réponse. Heureusement, mon père m'a déjà fourni une excuse. Ma grand-mère a fait un AVC. Mon père est venu me chercher à l'école pour qu'on aille la voir. Il ne relève pas le fait que nous allions dans la direction opposée à l'hôpital, donc je n'ai pas à lui mentir en prétendant que ma grand-mère vit dans une autre ville. Je suis désolée. Tu es proche de ta grand-mère? Je connais son nom, Nora Marquis, née Johnson, dont la photo est dans le médaillon en forme de cœur que mon père m'a donné et que je porte en permanence. Je sais également que j'ai apparemment hérité de son teint olive et de ses cheveux et yeux brun foncé. C'est là l'entièreté de notre relation. En même temps, ça justifie mal ma sortie précipitée des cours. Oui, je réponds simplement. Devrais-je en dire plus? Une personne proche de sa grand-mère, comme je prétends l'être, relaterait peut-être de précieux souvenirs, mais je n'ai aucune inspiration sur laquelle me baser. Ma grand-mère maternelle souffre d'Alzheimer depuis que je suis petite, et mes souvenirs d'elle ne sont pas heureux. En même temps, plus je mens, moins je suis crédible. Je ne sais pas si je les ai trop ou si c'est flagrant sur mon visage, mais je suis une bien piètre menteuse. Le regard du policier pèse sur moi, m'invitant à continuer à parler même si je suis à court de mots. Je sursaute au bruit d'une génératrice. C'est trop fort, au-dessus du seuil confortable de décibels. Mes mains se pressent contre mes oreilles par réflexe et j'ouvre les yeux. Des pompiers s'affairent autour de nous, l'un d'eux brandissant une large paire de pinces hydrauliques. Le policier agite une main devant mon visage pour attirer mon attention et je libère une oreille pour entendre ce qu'il me dit. La tête vers l'avant, Florence. Les pompiers vont découper des morceaux de la voiture pour pouvoir sortir ton père. En attendant, peux-tu me raconter l'accident? Je me redresse, la main toujours pressée contre mon oreille gauche pour atténuer le bruit. L'autre voiture a brûlé son stop. Est-ce que tu l'as vu? L'autre conducteur a fait un délit de fuite. Si tu as des détails, ça pourrait nous aider dans notre enquête. La couleur, le modèle, le conducteur. Elle était grise. Un VUS, je pense. Mais je n'y connais pas assez en voiture pour nommer le modèle, et ça s'est passé trop vite. Je n'ai pas vu le conducteur. L'arrivée des ambulanciers m'évite d'avoir à continuer cette conversation. Le policier leur cède sa place. Ils inspectent mes signes vitaux, me posent une série de questions, puis me mettent un collier cervical par précaution. Comme mon malaise a eu le temps de passer et que je n'ai pas de douleur au cou et au dos, ils me laissent me déplacer par mes propres moyens jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, où l'un d'eux entreprend de nettoyer et panser mes blessures. Quand je lui fais part de ma phobie, il me laisse fermer les yeux et me réfugier dans le silence. Je presse une main contre mon nez et ma bouche pour atténuer l'odeur d'antiseptique, l'autre crispée sur le sac de mon père que je voulais pas abandonner dans la voiture. Un point. Excusez. Euh, Voyons voir. Le grondement de la génératrice ponctue le progrès des pompiers dans le dépeçage de la carcasse du véhicule. Quand il cesse, j'entends quelqu'un compter jusqu'à 3 et le reste est trop indistinct. Peu après, la civière de mon père est chargée dans l'ambulance et je détourne les yeux. Sous le hurlement strident des sirènes, nous nous dirigeons vers l'hôpital. Je n'ose pas regarder mon père, que ce soit avec mes yeux ou mon pouvoir. J'ai trop peur de le découvrir mort. Je suis bien consciente que c'est de la pensée magique.
Si ces blessures s'avèrent fatales, que j'en ai la vision ou non, n'y changera rien. Je préfère simplement m'accrocher à l'espoir plutôt que de vivre son décès à 2 reprises. Une fois à l'hôpital, sa civière est amenée derrière des portes battantes pendant qu'on me dirige vers les urgences. Après le triage, on m'envoie dans la salle d'attente. Une quinzaine de personnes sont déjà là, dont une femme avec 2 enfants en bas âge qui hurlent à plein poumon. Je m'assois le plus loin possible d'eux, mais rien dans la pièce à air ouverte ne m'isole du bruit. J'ignore ma migraine et me réfugie dans le futur. Pas celui de mon père, dont l'incertitude me donne mal au cœur, le mien. Mes blessures sont mineures. Mes coupures ne nécessiteront pas de point de suture et j'en remercie toutes les déités hypothétiques de l'univers. J'ai eu une brûlure de friction sur la clavicule à cause de la ceinture de sécurité, mais pas de fracture ou de blessure interne. J'attendrai quand même plusieurs heures pour passer les examens qui me le confirmeront. Les contusions sur mes bras et mon visage, gracieuseté du sein gonflable, ne sont que superficielles et s'estomperont dans les semaines à venir selon la médecin qui m'examinera. Dans le présent, les enfants hurlent toujours. As-tu quelqu'un qui soit capable de s'occuper de toi pendant que ton père est à l'hôpital? Demandera la médecin avant de me donner congé. C'est important de ne pas rester seul. Les symptômes d'une commotion cérébrale peuvent parfois mettre plusieurs jours avant de se manifester. Je n'ai pas de commotion cérébrale, mais je ne suis pas censée le savoir. Ma mère est morte, j'essaierai. Désolée. Y a-t-il un autre membre de ta famille avec qui tu pourrais rester en attendant? Non. Les services sociaux? Ma mère arrive. D'accord. J'aimerais lui parler avant que. Ma mère est à l'extérieur pour le travail, mais je l'ai appelée et elle est en chemin. Elle devrait pouvoir passer me chercher d'ici quelques heures. Traduction. Pas la peine de s'inquiéter pour moi ou d'impliquer les services sociaux, même si mon parent de secours n'est pas présent ni voyant. D'accord, je vais te laisser quelques papiers à lui faire lire. Ma mère n'est ni morte ni à l'extérieur, mais elle ne fait plus partie de ma vie depuis sa séparation d'avec mon père. Elle est bien trop occupée avec sa nouvelle famille pour se soucier de moi, et je n'ai aucune intention de remédier à cela. La mère aux enfants hurleurs se rend à l'extérieur avec eux, nous donnant à tous un moment de répit. Après avoir épuisé mon futur de distraction, je prends conscience de la fatigue qui laisse de mes mots. J'ai juste envie d'aller me coucher. Quand la certitude devient plus pesante que la perspective d'une mauvaise nouvelle, je prends le risque calculé d'empirer davantage ma migraine en échange d'une confirmation. Je me vois au chevet de mon père, dans quelques heures. La douleur fait éclater la vision après une fraction de seconde, mais c'est suffisant. Il est en vie. C'est tout ce qui compte pour le moment. Si la bonne nouvelle réside dans le fait que mon père est toujours en vie, la mauvaise concerne son maintien aux soins intensifs jusqu'à nouvel ordre. Son état est stable désormais, mais il reste sous sédation. Avant de me laisser le rejoindre, un médecin me décrit ses blessures. Commotion cérébrale, fracture aux côtes et aux bras, de nombreuses coupures à cause de la vitre cassée, et il a dû être opéré d'urgence pour une hémorragie interne. J'ai un choc en le voyant. L'éclairage fluorescent accentue sa pâleur, qui rivalise avec les bandages couvrant le côté gauche de son visage et fait ressortir les ecchymoses autour de ses yeux. Il a l'air plus petit, couché sur son lit d'hôpital. Son bras gauche est dans le plâtre, le droit relié à un soluté. Je m'assois dans la chaise à côté de son lit et lui prends la main. Elle est froide. Papa? Il est trop dans les vapes pour me répondre, mais ses doigts se replient autour de ma main. Je ne dis rien d'autre. Je n'en vois pas l'utilité. Les seules phrases qui me viennent en tête sont des questions et il n'est pas en état d'y répondre. De quoi s'inquiétait-il? Pourquoi m'est-il réellement sorti de l'école? Quelqu'un est-il au courant pour mon pouvoir? Que va-t-il arriver maintenant qu'il est coincé à l'hôpital? Je plonge dans le futur, mais celui-ci est trop incertain pour me donner des réponses et ma migraine m'empêche de creuser davantage. Une partie de moi veut croire à un accès de paranoïa, comme quand il voulait me garder à la maison suite à la disparition de Cédric. Mais j'ai rapidement la preuve que mon père n'exagérait pas. Chapitre 3. Je quitte l'hôpital à la fin des heures de visite et pendant le trajet en autobus, je tente d'ordonner mes pensées. Mon père n'était pas certain que quelqu'un ait découvert la vérité à mon sujet. Du moins, c'est ce qu'il a dit. Il n'est pas impossible qu'il ait menti pour m'apaiser, mais je ne pourrais pas en savoir plus avant qu'il ne se réveille, en assumant qu'il décide de tout m'avouer. Si quelqu'un est au courant pour mon pouvoir, je suis en danger, mais en attendant que mon père soit en état de me parler, mon don demeure ma seule source d'information. Du moins, il le sera une fois ma migraine passée. Je l'utilise avant de sortir de l'autobus pour m'assurer que je rentrerai chez moi sans encombre, et la vision de quelques secondes génère une nouvelle vague de douleur derrière mes yeux. En arrivant à la maison, je glisse ma clé dans la serrure, mais elle est déjà débarrée. Je me rappelle l'avoir verrouillée avant de sortir ce matin, quand Robert et Chloé sont venus me chercher.
Mon père est-il passé ici avant de me rejoindre à l'école? A-t-il oublié de verrouiller derrière lui? J'ouvre la porte qui donne sur la cuisine et le salon. Rien n'a bougé depuis ce matin. Sur le tapis d'entrée se trouvent nos souliers et bottes de pluie. Nos imperméables sont accrochés à la patère. Le journal que mon père n'a pas eu le temps de lire ce matin est sur la table, avec la tasse de café qu'il a abandonnée dans sa hâte de partir régler un problème d'équipement à la clinique. Rien n'a bougé, mais un frisson hérisse les cheveux sous ma nuque. Je n'attends pas de comprendre pourquoi. Je sors en veillant à ne pas faire de bruit et une fois dehors, je cours aussi vite que je peux. Je ne m'arrête qu'après avoir traversé l'intersection pour reprendre mon souffle. J'en profite pour vérifier si mon pressentiment est juste avant de sonner l'alarme. En poussant à travers la douleur, je décide de retourner chez moi et d'entrer sur la pointe des pieds pour vérifier chaque pied. Rien dans la cuisine et le salon. Je longerai le corridor. Rien dans la salle de bain. Je continuerai. Rien dans la chambre de mon père. Au bout du corridor, je verrai la porte de son bureau entrouverte et je l'ouvrirai pleinement. Rien. Plutôt, l'un des tiroirs de la filière à dossier sera ouvert, alors que mon père la garde toujours verrouillée. J'avancerai pour l'examiner, et soudain, une douleur vive me fendra le crâne. Je sursaute tellement fort que j'en lâche le visage. La personne doit s'être cachée derrière la porte en m'entendant s'approcher. Terrifiée, je reprends ma course, main appuyée derrière ma tête pour appuyer la douleur fantôme, l'autre crispée sur le sac de travail de mon père. 2 rues plus loin, j'arrive chez Chloé à bout de souffle. Le policier avait raison. La douleur causée par ma ceinture de sécurité a empiré depuis l'accident, entravant ma respiration. J'appuie à répétition sur la sonnette jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Annick, la mère de Chloé, m'accueille d'un air éberlué, ses courts cheveux noirs pointant dans tous les sens. Florence? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle s'approche pour mieux voir mon visage et me demande avec sérieux. Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Je secoue la tête en reprenant mon souffle. Entre, entre! Qu'est-ce qui s'est passé? J'enlève mes souliers et les laisse sur le tapis d'entrée, puis je la suis vers la cuisine. Un frisson me traverse quand je me remémore les événements des dernières heures. Ah? Mon audio Health Auditing, tu dis, Frank? Ah, excuse. Je sais pas comment je pourrais régler ce problème-là, malheureusement. C'est peut-être un problème de. Peut-être le streaming. Ça, c'est. Merci de me mentionner. Je sais pas comment je pourrais régler, malheureusement. Faudrait que je vois ça avec un shooter, peut-être voir qu'est-ce qui arrive quand je fais. Quand l'audio est out of sync, comme tu dis. Mais sinon, je vais continuer ma lecture. Fait ouais. Avez-vous des ibuprofènes? Lui demandai-je. J'ai une migraine. Oui, bien sûr, je vais te chercher ça, répond-elle avant de sortir de la pièce. À son retour, elle m'offre un verre d'eau et 2 pilules que je m'empresse d'avaler. Elle passe ensuite un bras autour de mes épaules et me guide jusqu'à la table où nous nous asseyons face à face. Maintenant, dis-moi ce qui s'est passé. On a eu un accident de voiture plus tôt dans la journée, mon père et moi. Mon Dieu, s'exclama-t-elle, une main sur le cœur. Est-ce qu'il va bien? Il est en vie, mais en soins intensifs. Ce n'est pas tout. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai vu que quelqu'un était entré par effraction, donc je suis venue ici. Je mets le mensonge à propos de ma grand-mère, puisque Chloé sait que mes grands-parents paternels sont décédés. Ma pauvre cocotte, tu aurais dû m'appeler, je serais allée te chercher à l'hôpital. J'y avais pas pensé. Je voulais tellement éviter qu'on contacte ma mère que je n'ai même pas envisagé d'autres possibilités. As-tu appelé la police? Je secoue la tête en signe de négation. Je m'en occupe. Elle se lève et presse une main réconfortante sous mon épaule en allant récupérer son téléphone sur le comptoir. Pendant qu'elle appelle le 911, Chapardeur, le gros matou tigré de Chloé, vient se frotter sur mes jambes pour me quémander des caresses. Je le prends dans mes bras et son ronron me fait un bien fou après la journée que j'ai eue. J'aurais aimé avoir un chat, mais mon père est allergique, donc je profite de celui de Chloé quand je le peux. Le visage enfoui dans sa fourrure, je me réprimande mentalement de ne pas avoir utilisé mon pouvoir à répétition au lieu de paniquer et de fuir. Ça m'aurait peut-être permis d'identifier mon agresseur. J'essaie, mais c'est trop tard. Il est déjà enfui. La police est en route, m'annonce Annick. Je vais appeler Robert. Chloé, lui, participe à la battue pour le garçon disparu. Avec tout ce qui s'est passé, j'avais complètement oublié la battue. Je n'aurais pas pu faire grand-chose de toute façon. Je sers Chapardeur de plus belle. Quand les policiers arrivent, je leur répète ce que j'ai dit à Annick, puis ils partent fouiller la maison pour constater l'intrusion. Robert et Chloé arrivent peu après en compagnie de Rachel, et Annick leur explique la situation avant que mes amis ne viennent me rejoindre à la cuisine. Merde, ta tête fait peur, déclare Chloé en me voyant. Est-ce que ça va? Demande Rachel. Elle s'approche pour inspecter mes blessures. Je vais survivre. Comment s'est passée la battue? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde?
Oui, mais on n'a rien trouvé, soupire Rachel. Shepardeur me délaisse pour aller se rouler aux pieds de Chloé, qui s'assoit par terre à côté de moi afin de lui gratter la bedaine. Est-ce que tu vas bien maintenant? Me demande-t-elle doucement en appuyant sa tête sur mon genou. Je fais non de la tête, incapable de mettre des mots sur tout ce qui ne va pas. L'un des policiers revient, annonçant qu'ils ont fait le tour de la maison et qu'il y a bien des traces d'effraction, mais pas d'intrus. Il me demande de venir constater ce qui a été volé. En passant devant le miroir de l'entrée, je comprends pourquoi mon visage provoque autant de réactions. Je suis encore plus blême que d'habitude, ce qui fait ressortir mes cernes et les échymoses sous mon front, ma joue et mon menton. Du côté gauche, là où j'ai reçu les éclats de vitre, un bandage s'étale de mon sourcil jusqu'au creux de ma joue. J'ai l'air d'avoir pris une raclée. Je décide d'éviter les miroirs un bout de temps, mais ça ne réglera pas la question du regard des autres. Je n'ai pas particulièrement envie de devoir expliquer ce qui s'est passé à tous les curieux que je croise. J'espère que Chloé pourra m'aider à camoufler tout ça avec du maquillage. Chloé, Rachel et Robert insistent pour venir avec moi, Robert déclarant d'un ton sans appel que je resterai chez eux jusqu'à ce que mon père sorte de l'hôpital. Rachel camoufle mal son excitation à l'idée de prendre part à une vraie enquête. Une fois chez moi, le policier nous ordonne de ne toucher à rien. Comme je l'ai déjà constaté, rien n'a bougé, sauf dans le bureau de mon père. Sa filière est vide. Son ordinateur a disparu, ainsi que son coffre-fort. Le coffre-fort était un leurre, je précise à l'enquêteur pendant que les techniciens s'avèrent à relever des empreintes digitales. L'idée était que des cambrioleurs partiraient avec et ne chercheraient pas plus loin. Il hoche la tête en prenant des notes. Et l'ordinateur, est-ce que c'était un modèle récent? Non. Il avait le même depuis que j'étais petite. Il l'a assemblé lui-même. Et rien d'autre n'a disparu? Rien qui ne me saute aux yeux. Mais ses yeux me fixent alors que je cherche le courage de continuer ma phrase. Les ibuprofènes m'ont diminué l'intensité de ma migraine, donc je me risque à vérifier sa réaction avant de parler. C'était ciblé, non? Ce n'était pas un cambriolage au hasard. L'enquêteur me regardera longuement avant de demander pourquoi tu penses ça? Avant l'accident, mon père m'a sorti de l'école sous un. Il avait l'intention de partir précipitamment en voyage, mais je pense surtout qu'il voulait qu'on se cache. Il avait peur de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. L'accident est survenu avant qu'il ne puisse m'expliquer ce qui s'est passé. Il me regardera d'un air perplexe et tournera quelque part. Ton père travaille dans une clinique de fertilité. Bien ça? Je répondrai. J'entends mes. J'aurais parfaitement conscience que tout ça a l'air ridicule. À ta connaissance, est-ce qu'il avait des ennemis? Non. Je rangerai son carnet. Normal. Elle a des épisodes d'épilepsie, rapporte Claude. Je cligne des yeux plusieurs fois pour revenir au présent. Donc, tu disais, c'est patiente l'enquêteur. C'était ciblé, non? Et ils n'ont rien touché d'autre, même pas des objets de valeur faciles à revendre. Hoche la tête. C'est mon impression aussi. As-tu une idée de ce qu'ils pouvaient cacher? Ce qu'ils pouvaient chercher? Non, je mens. Je pense aux données que mon père a collectées sous mon pouvoir. Nous avons réalisé beaucoup d'expériences ensemble pour tenter d'en comprendre les mécanismes et les implications scientifiques. Il a même pris des échantillons de mon ADN pour les analyser dans son laboratoire. Quelqu'un a découvert ce qu'il étudiait vraiment. Je ne dis rien. Je ne peux rien. L'enquêteur me laisse sa carte, puis me donne le feu vert pour ramasser mes affaires dans ma chambre, pendant qu'il interroge les voisins. Robert propose de prendre des photos pour les assurances, alors que Chloé et Rachel m'aident à faire ma valise. Je m'arrête à la salle de bain pour vérifier mentalement le compartiment secret où je cache les cahiers contenant mes notes et expériences sous mon pouvoir. Il est accessible en enlevant le premier tiroir de ma commode pour ouvrir la trappe aménagée par-dessus. Rien n'a bougé depuis la veille. Pour que quelqu'un découvre mon don, les 4 seules sources d'informations existantes sont mon père, moi, ses recherches et mes cahiers. Il y en a possiblement une 5e, si l'on compte Cédric et sa télépathie tactile, mais c'est plus dur à vérifier. Nous n'avions que 2 cours en commun, mais même si je n'ai pas souvenir d'avoir interagi avec lui depuis l'école primaire, en dehors de mes visions, il n'est pas impossible qu'il m'ait frôlé en passant dans le corridor sans que je m'en sois rendu compte. Il n'est pas non plus impossible que là où les personnes l'ayant kidnappé aient réussi à lui soutirer mon nom. Mais si c'est le cas, comment que mon père en serait-il venu à l'apprendre? Non. Tout pointe vers mon père ou ses recherches comme source de la fuite. Je ramasse ma brosse à dents et mon nécessaire de la douche, puis rejoins les filles dans ma chambre. Rachel est assise sous mon lit, les yeux rivés sur son téléphone, et Chloé fouille dans ma garde-robe pour inspecter les vêtements suspendus. C'est joli, dit-elle en me montrant une robe bleue poudrée avec des marguerites brodées. Je pense pas l'avoir déjà vue. Et tu ne me verras jamais la porter. J'ai déjà l'air de sortir de l'école primaire. On va pas en rajouter. T'exagères. La robe est un vestige du temps où ma mère achetait mes vêtements et tentait d'y apporter de la variété.
En fait, une grande partie de ma garde-robe date de cette époque. Même si ça fait plusieurs années, j'ai à peine grandi depuis, alors que j'étais la plus grande de ma classe au primaire avec mon mètre 53. Le point positif, j'ai rarement eu à acheter des vêtements depuis, ce qui m'arrange. Je déteste essayer de nouveaux habits. C'est aussi la raison pour laquelle ma garde-robe contient autant d'artefacts. Je n'ai pas envie de tout enfiler pour faire le tri. Ma mère m'a souvent reproché d'être difficile, mais je préfère être confortable. Ça ne me dérange pas de porter la même chose tous les jours. Un jeans et un peu la manche longue un peu trop grand, avec les cheveux attachés en queue de cheval, même si ma mère avait tendance à en faire toute une histoire. La routine est réconfortante. Tu peux la prendre si tu veux, proposait. Tu es sûr? Fais signe que oui, et elle presse la robe contre elle devant le miroir pendant que je ramasse des habits pour quelques jours dans ma commode. Contrairement à moi, Chloé adore les vêtements et les vêtements l'adorent en retour. Tout lui voit à ravir. Elle est plus grande que moi, mais assez svelte pour qu'on porte la même taille. Elle aime particulièrement mettre ses longues jambes en valeur avec une procession sans fin de jupes et de robes. Avec ses traits délicats et sa longue chevelure d'un noir brillant, elle a l'air de sortir tout droit d'un magazine. Après avoir récupéré mon ordinateur portable sous le lit, je ferme ma valise. Nous rejoignons Robert, qui nous attend dans la cuisine, et retournons chez Chloé. Annick nous accueille avec une montagne de spaghettis et propose de me garder à la maison le lendemain, étant donné les circonstances. De toute façon, je vais rester ici demain, ajoute-t-elle devant mon hésitation. Je veux pas abuser de son hospitalité. Je me sens déjà mal de la laisser m'héberger et me nourrir pendant que mon père est à l'hôpital. Je ne veux pas en plus la forcer à s'occuper de moi comme si j'étais malade. On a un exposé oral à faire, j'insiste. J'ai hâte d'en être débarrassée. Elle échange un regard avec Robert avant de revenir à moi. L'offre est sur la table, si jamais tout change d'avis. Je hoche la tête et la remercie. Après le souper, Rachel, Chloé et moi nous installons dans le salon du sous-sol pour regarder un trailer. Pendant qu'elles engloutissent leur popcorn en spéculant sur l'auteur du crime, j'ai tenté de voir mon père, mais son futur est trop indistinct pour me donner des réponses. Je tourne alors mon attention vers mes amis. Hello Link. Hello le chat. Je mettrai le film en pause. J'ai quelque chose à vous dire, je déclarais. Avant l'accident, mon père m'a sorti de l'école pour qu'on quitte la ville ensemble. J'ai du mal à croire que ce n'est pas lié au cambriolage. Rachel froncera les sourcils en me regardant alors que ceux de Chloé se hausseront. Sais-tu s'il avait des ennuis avec quelqu'un? Demandera Rachel. Des problèmes d'argent? Si c'était le cas, il n'en a pas parlé. Des ennemis? À part ma mère, pas à ma connaissance. Mais je vois pas pourquoi il voudrait s'enfuir à cause d'elle, ni pourquoi elle entrerait par infraction dans son bureau. Tu ne vois pas d'autre motif? J'hésiterais. J'hésiterais, puis déciderais que je n'ai rien à perdre en leur révélant la vérité dans une visite. Je choisirais soigneusement mes mots pour être cru. Il avait réussi à prouver scientifiquement l'existence de perceptions extrasensorielles. Je répondrais sans préciser que c'était moi la preuve. Les yeux de Rachel s'allumeront. Sérieux? C'est clairement ça le motif. C'est bien ce que je crains. Une fois, plus tard, une fois le film terminé et Rachel rentrée chez elle, nous nous couchons, Chloé dans son lit et moi sur un matelas gonflable installé à côté. Pendant près d'une demi-heure, Chloé babille surtout et sur rien, tentant sans doute de me changer les idées. Quand il finit par s'endormir, je me retrouve seule avec mes pensées et le sommeil m'échappe. Les événements de la journée tourbillonnent dans ma tête, peu importe combien de fois je tente de compter les étoiles phosphorescentes au plafond. J'essaie à nouveau de voir mon père pour obtenir des réponses, mais son futur compte tellement de possibilités indistinctes qu'il me donne mal à la tête. Je finis par me lever pour avaler 2 cachets d'ibuprofène. J'aimerais tant pouvoir dire toute la vérité à Chloé. J'étais à 2 doigts de le faire dans le passé, pour des raisons qui me paraissent ridicules maintenant. Ce n'est plus une question de « je ne sais que tes sentiments pour Maryse Boisjoli ne sont pas réciproques, mais je ne peux pas te le dire parce que je ne suis pas censée avoir accès à l'information. J'ai de vrais problèmes maintenant. » Je soupire et recommence à compter les étoiles.